Il y a un an exactement, le vol AH-57 d'Air Algérie, parti de Ouagadougou, s'écrasait au Mali, faisant 116 morts. Aujourd'hui, jour anniversaire du drame, les familles de victimes se souviennent. Plusieurs cérémonies ont été organisées pour marquer l'événement. Émotion toujours aussi vive. Pour en parler, nous recevons le président de l'association des parents de victimes, Maître Alidou Ouedraogo. Autre titre, l'axe Ouagadougou-Malabo se renforce en visite d'amitié et de travail en Guinée équatoriale. Le président Michel Kafando a eu des échanges fructueux avec son homologue Théodoro Obiang-Nguema. Un traité d'amitié et de coopération a été signé entre les deux pays. Vive émotion aujourd'hui au Palais de la Culture Jean-Pierre Guinganet. En ce jour anniversaire, les proches des victimes du vol AH-57 d'Air Algérie se sont retrouvés pour une cérémonie de souvenirs, grand moment d'hommage marqué par des discours et des poèmes pour ce triste anniversaire. Les parents des victimes sont venus de la France, du Nigeria et d'autres pays pour se joindre à ceux du Burkina. Moussa Ouedraogo, Mounira Kéré avec la voix de Ismaël Diloma Sirima. Tous debout pour rendre hommage aux victimes du crash du vol AH-57. Un an après ce tragique accident qui a endeuillé plusieurs familles burkinabées et étrangères, l'émotion reste vive. La solidarité et l'attention que vous, votre entourage, sont très importantes. Je note cela et les familles l'ont relevé et je demande aux uns aux autres de continuer à en faire montre. 16 nationalités sont touchées par ce drame aérien survenu le 24 juillet 2014. Et jusqu'à présent, les familles des victimes souhaitent que toute la lumière soit faite sur les causes qui ont occasionné le crash de l'avion. La vérité n'est pas loin. En fait, nos proches ont disparu par négligence. D'abord des avions vieillots, des équipages hors saison et des entreprises guidées surtout par l'appât de gains en oubliant leurs obligations. Et nous comptons les relever pour éviter d'autres drames de ce genre. L'avion AH-57 s'est écrasé avec à son bord 116 personnes, dont 23 burkinabés. Et à l'occasion de ce triste anniversaire, une gerbe de fleurs sera déposée au cimetière de Gounguin, où reposent les restes des victimes. Et un an après, les plaies sont encore ouvertes et le souvenir encore vif. Hier déjà, les familles de victimes se sont retrouvées pour une veillée d'hommage. Une bougie a été allumée en mémoire des disparus. Paul David Bambara, Viviane Tchendrebeo. La veillée d'hommage aux victimes du crash d'Air Algérie a commencé sur le coup de 20h30. À 7h en 2014, tous étaient avec leurs parents pour des au revoir qui sont devenus un adieu définitif. En allumant cette bougie, les familles de victimes de 15 nationalités réexpriment leur affection pour les disparus du vol AH-57. Nous voici revenus à leur chevet avec infiniment d'amour et de tendresse, les yeux embués de larmes à leur rencontre. On nous a toujours dit que nos proches qui ont disparu cette nuit de tempête reposent en paix. Comment parler de l'inexplicable, de l'absence, de l'incompréhension, de la peine qui vous prend les tripes et qui vous empêche de dormir et parfois même de respirer. Sans évoquer aussi des rencontres extraordinaires avec ces moments de partage, de soutien, de désaccord parfois, mais surtout de grand réconfort, d'humanitude, et aussi notre détermination à connaître la vérité. Je salue la dignité et le courage dans l'action des familles qui ont pris des initiatives pour faire leur deuil. Je renouvelle à leur endroit la compassion et la solidarité du gouvernement. Comme aux premières heures du drame, les familles des victimes avaient à leur côté les représentants des autorités civiles, coutumières et religieuses. Un an après, des questions subsistent. Le gouvernement burkinabé accompagne le désir de vérité des familles des victimes. Sur le plan judiciaire, c'est le doyen des juges d'instruction qui s'occupe du dossier. Il est en contact avec ses collègues français pour faire la lumière sur le drame du vol AH-57.
En rappel, le crash du vol AH-57 d'Air Algérie le 24 juillet 2014 a fait 116 victimes, dont 23 burkinabés. L'une de nos équipes a rencontré 2 familles. Un an après, elles ont accepté de raconter les premiers moments du drame. Elles attendent toujours qu'on leur dise toute la vérité sur l'accident. Konsoun Koulibaly, Tanga Kafando. Un an après le crash du vol AH-5017 d'Air Algérie, M. Sanouidi se rappelle encore comme si c'était hier. Lui, qui y a perdu son épouse, nous raconte avec émotion. On avait perdu le contrôle de Air Algérie. Alors, ma femme faisait partie de ce vol-là. Elle se rendait au Canada chez nos enfants pour leur rendre visite. Tout de suite, je me suis rendu à Air Algérie et à l'aéroport international de Ouagadougou pour savoir ce qui se passait. Malheureusement, les premiers instants ont été difficiles. L'attente était longue. Ce n'est que l'après-midi du 24, je crois aux environs de 18h, qu'on nous a annoncé que l'avion est fait crash et qu'il n'y avait pas de survivants. Madame Chantal Kam, dépassée, préfère, elle, ne plus revenir sur les premiers moments du crash dans lequel elle a perdu son époux. Aujourd'hui, on attend les résultats des enquêtes pour faire le deuil, finir le deuil. Les premiers éléments du BEA, le bureau d'enquête et d'analyse, font état d'erreurs humaines de l'équipage qui n'aurait pas activé le système anti-givre. Le rapport final du BEA est attendu en décembre prochain et les parents des victimes n'attendent qu'une seule chose, la vérité. Depuis le début, il y a eu plein d'incohérences et on espère qu'un jour on aura des réponses. L'armée burkinabé nous a dit que sur le lieu du crash, il n'y avait absolument rien, pas de valise, pas de vêtements, pas de corps, voilà, que tout avait été certainement brûlé. Bon, après ça, maintenant, on nous restitue certains biens des passagers. Donc on aimerait savoir où ça a été retrouvé. En rappel, le vol AH-5017 d'Air Algérie qui reliait Ouagadougou à Alger s'est écrasé dans la région du Gossi, au nord Mali, le 24 juillet 2014, faisant 116 victimes de 15 nationalités, dont 54 Français et 23 Burkinabés. Et on se souvient tous de ce 24 juillet 2014, la nouvelle du crash a secoué les Burkinabés et le monde entier. L'avion d'Air Algérie a décollé de Ouagadougou avec pour destination Alger. Malheureusement, quelques temps après, c'est le drame. L'avion s'écrase au Mali. Aucun survivant parmi les 116 passagers. Retour sur les péripéties de ce douloureux événement avec Karim Namouano. 1h17 temps universel. Le vol AH-5017 d'Air Algérie décolle de l'aéroport international de Ouagadougou, direction l'aéroport Ouarib Médienne d'Alger. L'heure de destination 5h40 temps universel. Hélas, après le décollage, le contact avec l'avion est perdu 50 minutes plus tard. Sur ces images radar de l'ASECNA, on voit bien la trajectoire de l'avion. Le pilote change une première fois de route. Une seconde fois, il tente en vain une autre déviation à 8000 mètres d'altitude. Rapidement, il descend à 3000 mètres à une vitesse de 800 km/h, puis à 400 km/h, la vitesse fatale. Le drame est irréparable. 116 personnes, dont 6 membres d'équipage à bord, perdent la vie. Les dégâts sont énormes. Que s'est-il passé ce jour? Parmi les hypothèses avancées, les conditions météorologiques sont pointées du doigt. En cette période de l'année, elles sont particulièrement mauvaises dans la région où s'est produit le crash. Elles se trouvent dans le front intertropical, une ceinture de zones de basse pression qui court le long de l'équateur et qui comporte des orages importants. Ces images corroborent cette hypothèse. Selon les enquêteurs du bureau d'enquête et d'analyse, l'accident serait dû à un décrochage de l'avion ayant pour origine la non-activation par les pilotes du système de protection contre le givrage des moteurs. La suite, vous la connaissez, comme quoi l'erreur humaine peut lui être fatale. Voilà, et comme annoncé, je reçois pour vous Maître Alidou Ouedraogo, président de l'Association des parents des victimes du crash d'Air Algérie. Bonsoir Maître. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Personnellement, on sait que vous avez perdu votre fille dans ce drame.
Alors, comment vous vous sentez aujourd'hui? Comment on se remet d'un tel drame? Comme nous venons de le voir, c'est une journée pleine d'émotions et d'interrogatoires toujours renouvelés. On se sent comme au premier jour du drame. C'est difficile, les plaies sont toujours ouvertes. Oui, les plaies sont toujours ouvertes. Okay. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Alors, on a appris donc récemment que les restes non identifiés ont été enterrés au Mali. Expliquez-nous comment cela s'est passé. Est-ce que vous avez été associé? Oui, les premières frayeurs passées, les parents se sont soumis à une série d'examens par des praticiens désignés par la France, aidés par la police judiciaire burkinabé. Ils ont procédé à des prélèvements d'ADN sur les parents pour essayer d'identifier les restes supposés qu'ils ont eus. Alors qu'on nous avait annoncé qu'il n'y avait rien. Nous sommes soumis à cela. Et le 20 janvier, nous avons pu avoir effectivement ces restes dans des cercueils. Nous les avons inhumés au cimetière de Goumé. Mais on nous a dit qu'il y avait des restes non identifiables. Je m'excuse de vous le dire. Effectivement, le cœur, le poumon, on ne peut pas les identifier. Ce sont ces genres d'organes qui ne pouvaient pas identifier. Mais ce sont des gens qui n'ont pas de psychologie. Parce qu'on dirait qu'ils n'ont jamais perdu un parent. Effectivement, si vous n'avez pas perdu un parent, vous ne pouvez pas mesurer la conséquence de certaines situations. Nous pensons que ces restes sont identifiables et nous appartiennent. Ce sont des parties encore saillantes de nos corps et de nos cœurs. Et on nous a dit qu'on va les conditionner et vous les remettre dans un premier temps. Nous avons attendu une semaine avant. On m'a appelé pour dire le gouvernement malien va vous remettre ces restes. J'ai dit merci beaucoup à la personne qui m'a appelé. Voilà que les assurances m'appellent pour dire que les autorités maliennes, une semaine après, ont décidé de ne pas nous remettre les restes. J'ai dit mais pourquoi? Est-ce que vous pouvez me dire comment? Ils disent non. J'ai dit mais il y a une décision. Oui, que c'est une décision de justice. J'ai dit mais vous me la faites parvenir parce que je relève appel de cette décision pour faire valoir mes droits, parce que je refuse. J'ai réuni mon bureau tout de suite et nous sommes tombés d'accord quant à la marche à suivre. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Nuitamment, les autorités maliennes ont fait ensevelier ces restes au cimetière de Amdalaï, au cœur de Bamako. Et comment les gens aussi, les riverains se sont indignés et on dit, ah non, mais on a tué des gens et on les enterre nuitamment dans des sachets. Les autorités maliennes étaient obligées de dire, en fait, on n'a pas tué des gens, ce sont les restes des victimes du vol AA-5017 d'Air Algérie. Mais selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer cette démarche? Mais je vous dis vraiment toute inconsidération donnée, mais c'est de la bêtise. C'est de la bêtise, parce qu'en fait, quand on perd quelqu'un, il ne faut pas tuer cette personne deux fois. On vous demande les corps, on remet les dépouilles. Et la personne qui ne comprend pas qu'il faut remettre les dépouilles n'est pas une personne. Nous sommes offusqués, nous sommes en colère, et nous sommes décidés effectivement à recouvrer ces restes, quel que soit l'état où ils se trouvent. Et pour cela, nous avons saisi nos autorités, on a saisi le chef de l'État burkinabé, nous avons saisi le chef de l'État malien, nous avons saisi les associations et mouvements des droits humains, nous avons saisi Amnesty International, la Fédération internationale des droits de l'homme, l'Union interafricaine des droits de l'homme, l'Association malienne des droits de l'homme, et nous comptons utiliser toutes les possibilités au niveau des juridictions africaines pour recouvrer ces restes. Alors, autre question, maître, il est question donc des explications un peu du drame. Oui. On sait que le rapport des enquêteurs a pointé des défaillances humaines, notamment donc la non-activation de certains systèmes qui devaient préserver l'avion du givrage. Alors, est-ce que vous êtes convaincu de ces explications? Parce qu'on l'a vu dans le reportage, certains attendent toujours qu'on leur dise la vérité. Je l'ai dit, notre bureau a assisté à la reddition du premier rapport du BEA à Bamako, le 20 septembre de cette année. Nous nous sommes élevés contre la manière dont les enquêteurs ont caractérisé la question. Ils ont tout remis sur les intempéries. Mais vous voyez, c'est la même météo et les pilotes ont traversé cette météo-là pour atterrir à Ouaga et devaient traverser cette vitesse. Il n'y avait pas de problème.
Et puis à 15 000 mètres, 16 000 mètres d'altitude, il y a de fortes chances qu'un avion ne soit pas perturbé. Mais en fait, ils ne savaient plus dire où ils voulaient cacher quelque chose. Et nous sommes convaincus qu'on nous cache quelque chose. Parce qu'effectivement, maintenant, tout dernièrement, on commence à dire oui, vous aviez raison quand vous disiez cela, vous avez raison quand vous pointez du doigt les défaillances de la boîte noire, vous aviez raison quand vous dites que effectivement l'équipage était fatigué, effectivement l'équipage était très fatigué. On apprend même qu'ils ont demandé à se reposer. On leur a dit de repartir. On apprend par exemple que c'est le pilote et le copilote qui ont chargé les bagages sur le tarmac. On apprend même que l'avion n'était même pas attendu à Ouaga. Elle devait aller à Mauritanie. Et comment on peut faire changer un avion de vol quand on n'est pas spécialiste? C'est ce qui s'est passé. Est-ce qu'un certain nombre d'inepties qui couvrent des contre-vérités extraordinaires... Mais selon vous, quel intérêt on a à vous cacher la vérité aujourd'hui? Mais il y a 116 victimes. C'est une catacombe, c'est une catastrophe. Jamais vue dans notre pays, jamais vue presque en Afrique. On se rappelle ce qui s'est passé en Ukraine. On a vu des poupées, des passeports. Pourtant, l'avion a été descendu à plus d'altitude que l'avion d'air. Ce qui s'est passé en mer de Java, en mer de Chine, en Taïwan. Mais en fait, les affréteurs des avions sont mis par des intérêts financiers. Les fabricants des avions sont mis par des intérêts financiers. Les responsables de certains pays sont mis par un certain nombre d'intérêts inconsidérés. Donc vous pensez qu'on sacrifie la vérité sur l'autel d'un peu des intérêts économiques des Ma profession et mon expérience me le fait dire. Okay. Effectivement, ça a été le cas. Okay. Alors, maître, on sait également que les premiers moments, les rapports avec la compagnie n'ont pas été très faciles. Alors aujourd'hui, quels sont vos rapports avec Air Algérie? Non, nous avons les premiers moments de frayeur et de désarroi passés. Nous avons noué des contacts avec la compagnie, les responsables, les assurances. Nous avons pris attache avec les avocats, à commencer par les avocats burkinabés qui se sont organisés en collectif pour encadrer les familles. Nous sommes allés donc à la recherche de la vérité. De ce point de vue, nous sommes allés un peu partout. Nous sommes allés à Bamako, nous sommes allés à Niamey, nous sommes allés à Paris, au Canada, on est allé à Madrid, et on va vers San Francisco pour des raisons suivantes. L'avion, c'est un DC-9, il est fabriqué américain. Mais il vole depuis près de 20 ans, c'est inadmissible. Le moteur de l'avion semble ne pas être en bon état. Un certain nombre de considérations qui nous font garder le contact et développer le dialogue en attendant de soumettre le dossier aux procédures judiciaires. C'est ce qui est fait en ce moment. Et tout ça, c'est pour la recherche de la vérité et pour réparer ce qui s'est passé à propos de ces drames. Alors, parlant de réparation, est-ce qu'on s'oriente vers des indemnisations des familles de victimes? Bon, nous, les juges d'instruction français ont reçu des familles françaises. Ici, le dossier est ouvert par le doyen des juges, par le parquet et le doyen des juges d'instruction. Nous allons les rencontrer. Nous allons nous soumettre à des interrogatoires et poser des questions. C'est à partir des premiers interrogatoires qu'on a un peu ces éléments-là. C'est dire que nous sommes conscients de la complexité de la situation. Nous sommes conscients que les crashs d'avions prennent du temps pour être élucidés, mais nous allons tout faire pour le faire. Parce que ce qui s'est passé dans les Alpes françaises, on a mis près de 27 ans pour savoir que c'est un dément qui a précipité contre les montagnes. Et ici, est-ce que l'équipage dormait ou quoi? Pourquoi ont-ils oublié de mettre les anti-givrages? Ils étaient fatigués. Ils ont fait ça dans le désarroi. Un certain nombre d'interrogations que nous ne pouvons savoir que par les contacts que nous avons eus, et nous allons continuer dans ce sens. Maître, on vous a suivi plusieurs fois, vous dénoncez donc les cercueils volants en parlant bien sûr des compagnies aériennes qui volent en Afrique. Aujourd'hui, quel est votre combat pour finir? Non, moi je reste sur mon combat, sur mon engagement, parce que j'ai appris à côtoyer des hommes engagés. Le président Ahmed Ben Bella, premier président de l'Algérie indépendante en 1962, après les accords d'Évian, j'ai beaucoup appris de lui. Stéphane Essel, résistant, encadré, enfermé dans les mouroirs de Buchenwald et de Dachau.
C'est-à-dire, avec ces hommes-là, on apprend beaucoup de choses. Il faut résister, il faut croire, il faut s'engager, s'indigner et faire en sorte de changer le monde. Parce qu'en fait, dans certaines localités, ces avions ne volent plus. Après 20 ans, on change. La France vend des Rafales. Comment on peut nous donner des cercueils, des coucous comme ça? C'est pas normal. Donc il faut que cela cesse. Que ça ne se passe pas en Afrique, que ça ne se passe pas dans nos États, que ça ne se passe pas dans le monde. C'est pourquoi nous avons solidarisé avec tous les cas que j'ai cités, où ces crashs ont lieu au même moment que le nôtre. Et nous comptons continuer à le faire. Nous n'allons pas retrouver nos proches vivants, mais nous allons pérenniser leur mémoire. Merci, maître. On ne peut que vous souhaiter beaucoup de courage. Merci donc d'être passé sur ce plateau en ces moments difficiles. Merci beaucoup. Un rappel, mesdames et messieurs, je recevais pour vous maître Alidou Ouedraogo, président de l'association des parents de victimes du crash de Air Algérie. Suite de ce journal, retour sur le voyage du président du Faso à Malabo en Guinée équatoriale. Après la conférence internationale sur Ebola, Michel Kafando a entamé une visite de travail et d'amitié. Il a eu des échanges fructueux avec son homologue équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema. Les deux chefs d'État ont réaffirmé leur volonté de renforcer les relations entre les deux pays. Roger Kam, Lazare Pouya. La visite officielle d'amitié et de travail de 2 jours du président du Faso, Michel Kafando, a débuté ce mercredi 22 juillet à la présidence de la Guinée équatoriale. Reçu en audience par son homologue équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, le président de la transition a eu un entretien en tête-à-tête de plus d'1 heure. Au centre des échanges, le raffermissement des relations diplomatiques entre Ouagadougou et Malabo. Au cours d'un déjeuner offert à son hôte et sa délégation, le président équato-guinéen dit être conscient de la difficile crise que traverse le Burkina et souhaite que les élections se déroulent dans de bonnes conditions et à bonne date. Et à cet effet, il a lancé un message de paix et de ferme considération au peuple burkinabé avant de porter un toast. En réponse, Michel Kafando a salué le mérite du président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo et son peuple avant de s'appesantir sur l'objectif de sa visite. Cette visite constitue assurément une étape décisive dans l'approfondissement des relations entre nos deux pays que nous voulons dynamiques et un modèle réussi de coopération sud-sud. Dans l'après-midi de ce mercredi 22 juillet, les deux ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso et de la Guinée équatoriale, ainsi que leur délégation, se sont rencontrés pour une séance de travail. Et pour concrétiser ce rapprochement, le Burkina Faso et la Guinée équatoriale ont signé un traité d'amitié et de coopération. Les deux pays s'engagent à se soutenir réciproquement. 4 axes principaux sont concernés par le traité. Le détail avec Roger Kam et Lazare Pouya. Par ces signatures, les deux pays, le Burkina Faso et la Guinée équatoriale, s'engagent à raffermir leurs relations diplomatiques. Après la signature de l'accord cadre de coopération entre les deux pays en 2008, aucune rencontre officielle de plus haut niveau n'a été enregistrée. Il a donc fallu cette visite d'amitié et de travail du président du Faso, président de la transition Michel Kafando à Malabo, pour relancer la machine de la coopération. À travers donc cette signature des deux ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso et de la Guinée équatoriale, ce sont 4 axes de coopération qui ont été visés. Nous allons évoquer les questions de concertation entre les deux pays, la question du transport aérien, la question de migration et les questions d'énergie et des mines. Et très prochainement, d'ici la fin de septembre, en principe, on devra réunir la commission mixte entre les deux pays pour examiner davantage et approfondir donc les relations entre les deux pays. Les deux parties ont convenu également d'unir leurs efforts pour résoudre définitivement la question des migrants. Et à cet effet, des perspectives se dessinent à l'horizon. Le président équato-guinéen a souhaité que nous puissions créer même un bureau de recrutement à Ouagadougou pour permettre à ceux qui veulent venir effectivement de remplir les conditions avant de venir. À travers un communiqué conjoint, les deux chefs d'État ont entre autres convenu de tenir la première session de la commission mixte de coopération au plus tard fin septembre 2015 à Malabo.
Michel Kafando est attendu le 25 juillet 2015 à N'Djamena pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures avec son homologue tchadien Idriss Déby Itno. Cette visite sera une opportunité pour les deux chefs d'État d'échanger sur les sujets d'intérêt commun en vue du raffermissement des excellents liens de coopération entre le Burkina Faso et la République du Tchad. Le 27 juillet, le président du Faso prendra part à Nouakchott, en République islamique de Mauritanie, au 3e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille verte. C'est un communiqué de la direction de communication de la présidence du Faso. Mais en attendant de repartir, le président du Faso retrouve les grands dossiers internes. Il a présidé aujourd'hui le traditionnel Conseil des ministres. Parmi les gros dossiers examinés, celui portant sur les finances de l'État. Il a également été question du bilan de la dernière opération billetage. Maxime Zongo. Au cours de ce Conseil des ministres du vendredi 24 juillet, plusieurs dossiers ont été examinés. Au nombre des projets de loi, la loi de finances qui va connaître des changements profonds avec notamment une déconcentration accentuée. Il y aura une déconcentration des ordonnancements. C'est-à-dire le ministre de l'économie et des finances ne sera plus l'unique ordonnateur du budget de l'État. Tous les ministres seront ordonnateurs principaux de leur budget en dépenses. Le ministre de l'économie et des finances a également fait un bilan partiel de l'opération billetage intervenue en fin mai dernier. Près de 1400 situations en attente de clarification pour des salaires de plus de 2 milliards de francs CFA. A priori, on ne peut pas dire que ce sont des fonctionnaires fictifs. Il y a certainement des cas de personnes qui ne sont pas sur place, qui sont peut-être en stage à l'étranger. Il y a des cas aussi peut-être de personnes qui sont en évacuation sanitaire, etc. Donc nous sommes en train de peaufiner l'exercice. Et d'ici un mois, nous allons pouvoir revenir au Conseil des ministres pour donner une situation beaucoup plus précise. Bientôt une journée internationale de la jeunesse à Ouagadougou. L'idée a fait l'objet d'une communication orale par le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi. En marge de l'organisation de la journée internationale de la jeunesse qui est prévue chaque année le 12 août, et donc nous avons présenté une communication orale auprès du Conseil des ministres pour solliciter l'implication des associations des OSC de jeunes de la sous-région afin, n'est-ce pas, de marquer d'un signe particulier et cette commémoration et pour prendre en compte les préoccupations de l'ensemble de la jeunesse de la sous-région. Par cette initiative, le gouvernement souhaite que l'exemple de la jeunesse burkinabé serve de modèle pour les autres de la sous-région. Le civisme, la citoyenneté, la culture de la démocratie et la paix, autant de valeurs qui feront l'objet d'échanges par les jeunes. Un coup d'œil à présent sur le carnet d'audience du Premier ministre Yacouba Isaac Zida a reçu hier une délégation du Bureau international du travail, l'occasion de faire le point des activités du BIT au Burkina Faso. Écoutons le porte-parole de la délégation à l'issue de l'entretien. Il est au micro de Nathalie Kaouri. The purpose was to make a courtesy call. Nous sommes venus voir le Premier ministre pour lui décrire la nature de ce que nous faisons au niveau du BIT et l'informer effectivement de toutes les étapes que nous allons franchir pendant que nous sommes ici. In areas of labor, in areas of employment. Nous travaillons avec le gouvernement sur tout ce qui peut avoir trait à la protection sociale, à la protection des enfants. Well, the Prime Minister is very supportive of our work. On sent également que le Premier ministre est très préoccupé par le problème d'employabilité des jeunes. Et quand on parle de jeunes, on fait allusion aux jeunes hommes bien sûr, mais surtout aux jeunes filles. Je voulais vous présenter également le directeur du BIT pour le Burkina Faso, M. Draman Haïdara. Mr. Draman Haïdara. L'Égypte fête le 63e anniversaire de son indépendance. Hier, à la résidence de l'ambassadeur, les Égyptiens du Burkina ont marqué l'événement par un dîner en présence des autorités burkinabées. Signe des bonnes relations entre les deux pays, le diplomate égyptien a réaffirmé l'engagement de son pays pour une transition réussie au Burkina. Konsoun Koulibaly, Amandine Lalsaga. Une cérémonie sobre, brève, mais d'une grande importance. Hicham Mohamed Nagui et ses compatriotes commémorent ici le 63e anniversaire de l'accession à l'indépendance du pays des pharaons. Au cours de cette soirée,
L'ambassadeur de la République arabe d'Égypte est revenu sur les différentes révolutions qu'a connues son pays. Ils ont vécu deux révolutions. Donc ils veulent, à travers cette fête d'aujourd'hui, ils veulent une vie meilleure pour le peuple. Voilà, c'est ce qui aspire le peuple égyptien. L'indépendance de la République arabe d'Égypte est commémorée cette année concomitamment avec le 55e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Égypte et le Burkina Faso. Occasion pour Hicham Mohamed Nagui de réaffirmer le soutien de son pays pour la réussite des élections d'octobre prochain. Il a également annoncé l'inauguration du canal de Suez rénové le 6 août 2015. Dialogue direct à Kaya entre jeunes et leaders politiques, un face-à-face organisé par l'association Monde Rural et l'ONG Diaconia à 3 mois des élections. Les jeunes ont saisi l'occasion pour interpeller les leaders politiques sur leurs responsabilités et sur la nécessité de respecter leurs promesses. Mamadou Dabiré, Peggy Ouedraogo. Après Waïgouya, c'est au tour de la ville de Kaya d'accueillir l'initiative portée par l'AMR, l'association Monde Rural, une initiative qui crée un face-à-face entre la jeunesse et les partis politiques. Nous avons pensé organiser cet espace-là pour que les jeunes puissent dire ce qu'ils pensent aux responsables des partis politiques, pour que quand ils vont arriver à la tête de l'État en termes de gestion, qu'ils tiennent compte de leurs préoccupations. Cette interpellation en amont est fort appréciée par les jeunes qui y voient à terme une prise en compte réelle de leurs préoccupations. Des préoccupations spécifiques aux régions, il y en a certes, mais ces jeunes les regroupent sous le même dénominatif, le chômage. Il faut nécessairement créer des emplois pour les jeunes et aussi les impliquer dans les cadres de décision, comme le disait le président Kafando lors des assises nationales, qu'avec les jeunes tout est possible, mais sans les jeunes, attention. Tour à tour, ces leaders de partis défendent leur programme pour la jeunesse. Ils ont chacun 10 minutes de temps de parole. À noter que 12 partis politiques prennent part à ce dialogue de Kaya, des partis issus des rangs de l'ex-opposition, mais aussi ceux de l'ancienne majorité. Éducation à présent, et on fait le point de la mise en œuvre du programme de développement stratégique de l'éducation de base. Le comité de pilotage est à pied d'œuvre pour compiler les résultats de la période 2012-2015. En rappel, le programme court jusqu'en 2021 et parmi ses objectifs, la fin des écoles sous Payotte. Jean Zongo, Aruna Mari. Pour cette première session du comité de pilotage du programme de développement stratégique de l'éducation de base PDCEP, les acteurs mènent la réflexion sur la mise en œuvre du continuum, une réforme prise en compte dans le cadre du PDCEP et qui vise à insuffler une dynamique au système éducatif burkinabé. Il s'agira de faire le bilan de ce qui a été fait et de convenir ensemble des perspectives. Parce que le développement économique et social n'est pas une fin en soi. Voilà, ça passe nécessairement par l'amélioration des conditions de vie des populations. Et l'éducation, c'est-à-dire l'acquisition du savoir, du savoir-faire, c'est ça qui fait de l'homme un homme de qualité, un homme donc qui vit pleinement dans la dignité. Adopté par le gouvernement en 2012, le PDCEP prend fin dans 6 ans. Sa mise en œuvre connaît cependant quelques difficultés et il sera ici question d'y apporter des solutions. Aujourd'hui, en termes de salles de classe, par exemple, pour résorber rien que les salles de classe existantes déjà, sous paillotte ou sous abri précaire, nous avons besoin d'à peu près 58,2 milliards pour les faire. Les procédures au niveau des marchés publics semblent entraver la bonne marche du programme. Des mesures sont prises pour recourir à des procédures adaptées au PDCEP, selon Jean-Gustave Sanon, afin de booster l'offre éducative. Page environnement, bientôt une loi pour réguler l'usage des pesticides et limiter leurs dégâts au Burkina Faso. C'est une initiative de la Commission nationale de contrôle. Objectif, réglementer tout le cycle de vie des pesticides depuis la fabrication jusqu'à l'utilisation en passant par le transport et le stockage. Le projet de loi a été dévoilé à Koudougou, Lassina Ouattara, Ismaël Diloma Sirima. L'utilisation des pesticides sera désormais régie par une nouvelle loi. Selon la Commission nationale de contrôle des pesticides, CNCP, cette loi va assurer un contrôle sur tout le cycle de vie des pesticides.
Donc nous aurons une nouvelle loi qui va se pencher sur la gestion, c'est non plus le contrôle, mais la gestion des pesticides, c'est-à-dire que depuis la fabrication jusqu'à l'élimination. À cette rencontre de la CNCP, qui est la 17e du genre, il s'est agi de faire le compte-rendu de la réunion passée. La commission également a instruit le secrétariat permanent, puisque la sensibilisation l'a menée depuis plusieurs années, et nous allons passer à une phase en tout cas de répression. On va également faire le point du contrôle des pesticides à l'importation au Burkina Faso. Et nous avons des postes de contrôle, une vingtaine en frontière, dans les gares ferroviaires et aéroportières. Ce fut également l'occasion d'attribuer des cartes d'agrément à certains grossistes et revendeurs. C'est avec l'agrément que nous pouvons défendre notre profession et sans pouvoir sensibiliser les gens pour prouver que réellement nous maîtrisons notre domaine et que maintenant notre plaidoyer, si nous avons les agréments, nous pouvons demander à l'État aussi de ménager des efforts maintenant pour pouvoir contrecarrer ceux qui ne sont pas dans la légalité. Après l'acquisition des pesticides, même homologués, la CNCP invite les usagers à ne pas les stocker dans de mauvaises conditions, car ils constituent une menace pour l'homme et l'environnement. Dans la chronique environnement du jour, l'on s'interroge sur l'efficacité des reboisements à grande échelle au Burkina. Chaque année, l'opération est lancée et ce sont des milliers et des milliers de plants qui sont mis en terre. Mais pour quels résultats? Pour certaines structures ou associations, le reboisement s'apparente davantage à une opération de communication, rien de plus. Chaque année, le scénario se répète et cela fait des lustres que ça dure. Reboiser, reboiser et toujours reboiser. Visiblement, si l'opération avait le succès escompté, le Burkina Faso serait sans doute un pays de forêt aujourd'hui. Mais au département de l'environnement, on relativise. D'un point de vue quantitatif, ce que nous reboisons par an aujourd'hui, c'est environ 10 000 à 11 000 hectares. Et pour vous donner seulement une idée, ce qu'on détruit, c'est plus de 100 000 hectares. 2015 ne déroge pas à la règle. La campagne nationale de reforestation sera lancée ce 4 août, date symbolique. Rendez-vous est donné sur le site de la ceinture verte de Ouagadougou. Mais plus rien ne devrait se faire comme avant. Tout reboisement devrait épouser une nouvelle vision. Les reboisements de folklore sont proscrits. J'ai l'impression que parmi ceux qui viennent au reboisement, et surtout ceux que l'on voit, c'est surtout des gens en quête de visibilité, qu'une bonne campagne, ça se prépare, ça s'exécute et surtout ça se suit. Désormais, il ne faut planter qu'une fois que vous avez l'assurance de pouvoir suivre et protéger. Une suggestion cependant au département de l'environnement, pour un Burkina vert, en plus du reboisement, il serait indiqué de miser davantage sur la régénération naturelle assistée. Encourager les producteurs à protéger les plantes qui poussent naturellement dans leurs champs, c'est efficace et c'est moins coûteux. Sport à présent avec la 22e édition du tournoi de la solidarité qui s'est achevée hier au stade du 4 août, une compétition marquée au deuxième jour par le duel entre athlètes burkinabés et maliens. Le point avec Jean-Modeste Ouedraogo. Le duel à distance entre les athlètes maliens et burkinabés se poursuit à ce tournoi de la solidarité. Aux 400 mètres hommes et femmes, le Mali s'illustre de la plus belle des manières. Guinée-Boudante puise dans ses dernières ressources et s'impose en 53 secondes 51. Diakari Diabamba, sans forcer, mystifie ses concurrents et offre la victoire au Mali, 47 secondes 67. Les Burkinabés se montrent eux aussi intraitables au relais 4x100 hommes. Innocent Bologo, Gérard Kobiané, Bienvenu Savadogo et Sidiki Ouedraogo permettent au Burkina Faso de prendre la tête du classement en 40 secondes 8 centièmes. On a deux petits jeunes avec nous qui sont du centre de Lomé et une équipe de relais qu'on n'a jamais travaillé ensemble. Une compétition tombée comme ça, c'est vraiment parfait. Je crois qu'avec plus de travail d'ici les Jeux africains, ça va monter encore en puissance. Chez les dames, l'équipe du Mali amenée par Guinée-Boudante écrase celle du Burkina Faso de Marthe Kouala. Tami, 46 secondes 9 centièmes. Moi et ma soeur Kadia Dambélé, on n'est pas au Mali, mais les deux autres sont au Mali. Elles ont
pu nous comprendre et ça a bien marché, la transmission, on a gagné. Au 300 mètres steeple homme, le Togo se signale avec Eric Absam. Il maîtrise la course et s'impose en 9 minutes 41 secondes. Il bat du coup son propre record. Ouma Koulibaly du Burkina Faso est classé 3e. La concurrence entre Diane Tendrebego et Alima Soura, toutes du Burkina Faso, a permis d'élever le niveau du saut en longueur. Diane Tendrebego domine la compétition en réalisant un bond à 5,64 m. Le président Obama est arrivé au Kenya et cette visite du président américain a retenu l'attention des quotidiens. Aujourd'hui, autre sujet d'intérêt, l'état de santé de l'ancien président Blaise Compaoré. La revue de presse nous est proposée par Aimé Solange Guigma. Aujourd'hui, le pays nous donne des nouvelles sur la santé de Blaise Compaoré. Pendant que les confrères d'aujourd'hui au Faso se demandent bien de quoi souffre exactement ce dernier, l'observateur Palga nous informe que l'ex-président du Faso souffre d'une fracture du bassin de type C avec rupture de l'arc postérieur et d'une fracture du rachis cervical. Cependant, le quotidien nous fait savoir que l'ex-locataire de Kosiam a subi le 16 juillet au Maroc une intervention chirurgicale qui a été une réussite et qu'il pourra retrouver l'usage normal de son pied dans un délai de 3 semaines à 1 mois, donc rien de bien grave, dit-il. Les journaux de ce jour commentent également la venue de Barack Obama en Afrique, notamment au Kenya. L'observateur Palga nous apprend que depuis quelques jours, les Kenyans sont tangis d'amour filial, à commencer par le président Uhuru Kenyatta qui entend faire de cette visite une source d'amnistie sur son implication supposée ou réelle dans les violences post-électorales de 2007-2008. Pendant ce temps, aujourd'hui au Faso, lui dresse l'agenda du séjour du président américain au Kenya, dont celui de faire une virée à Kogelo pour serrer dans ses bras sa grand-mère Sarah Obama. Par contre, le journal Le Soir a fait cas des défaillances sécuritaires dénoncées avant la visite d'Obama. Mais s'il doit y avoir en cette visite une nouvelle dimension des relations entre Washington et l'Afrique et le pays, les espoirs déçus d'un continent. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Je vous retrouve dans un instant pour le compte rendu du Conseil des ministres.